Bonjour à toutes et à tous, allez aujourd'hui on plonge dans le dernier jour d'un condamné pour s'attaquer à un chapitre absolument central, le chapitre 13. C'est un texte qui est vraiment dense, qui est choquant, et on va décortiquer ensemble comment Victor Hugo s'en sert pour construire une critique féroce de la justice de son époque. Accrochez-vous, parce que c'est une scène qui vraiment ne laisse personne indifférent. Alors pour bien tout comprendre, on va y aller par étapes. D'abord, on va s'imprégner de l'atmosphère de cette étrange fête, vous allez voir, c'est très particulier. Ensuite, on analysera la mise en scène, un peu comme au théâtre. Puis, on verra comment tout ça se déroule en 3 actes assez terribles. On s'arrêtera sur le moment clé où le narrateur bascule, où il passe de spectateur à acteur. Et enfin, on terminera sur la critique virulente que Hugo adresse à la société. Dès le début, bim, Victor Hugo nous prend complètement à contre-pied. On s'attendrait au silence, à l'angoisse d'une prison. Eh bien non, c'est tout l'inverse. Le narrateur nous parle d'une ambiance de fête, d'un vacarme assourdissant. C'est à la fois bizarre et, on le sent tout de suite, profondément dérangeant. La toute première phrase, c'est un véritable percute. Le narrateur nous dit « J'ai vu une chose hideuse ». Le mot hideuse, il n'est pas là par hasard. Hugo nous avertit tout de suite « Attention, ce qui va suivre, ce n'est pas un simple récit, c'est une vision d'horreur qui va se graver dans la mémoire, comme elle s'est gravée dans celle du personnage ». Et là, Hugo construit une opposition super forte, ce qu'on appelle une antithèse. Regardez bien. D'un côté, le bruit, les rires, l'agitation, le chaos. De l'autre, le narrateur qui, lui, est muet, immobile, complètement isolé dans son effroi. Ce contraste hyper violent, ça met tout de suite en lumière sa solitude et son incompréhension face à cette espèce de joie macabre. Alors, pourquoi tout ce bruit? L'explication arrive par un geôlier. C'est le jour du fermement. Et là, écoutez bien l'ironie mordante de Hugo, le geôlier propose au narrateur d'assister à cet amusement. Qualifier une cérémonie de torture et d'humiliation d'amusement, c'est d'un cynisme absolu et ça dénonce d'emblée l'indifférence totale du système. Et l'endroit où on le met est absolument crucial pour la suite. Hugo place son narrateur dans une cellule qui donne sur la cour, et le narrateur lui-même la décrit comme une loge. C'est le début d'une grande métaphore, celle du théâtre, qui va parcourir tout le chapitre. Pour l'instant, le narrateur n'est qu'un spectateur protégé, presque un privilégié qui regarde le drame se préparer. Et bien sûr, comme dans n'importe quelle pièce de théâtre, le décor est essentiel. Voyons un peu comment Hugo plante la scène pour cette performance macabre. Le décor que Hugo nous décrit, ce n'est pas juste un arrière-plan. La cour est nue, dégradée, misérable. Chaque mot est choisi pour nous mettre dans l'ambiance. L'architecture elle-même est oppressante. C'est un espace qui semble conçu pour écraser l'individu. Un lieu froid, impersonnel, qui annonce la déshumanisation qui va suivre. Et là, attention, Hugo utilise une comparaison religieuse d'une force incroyable. Les prisonniers aux fenêtres sont comme des âmes en peine au purgatoire. Le purgatoire, c'est ce lieu d'attente entre le paradis et l'enfer. Et que regarde-t-il? La cour, qui sous la plume de Hugo, devient une représentation de l'enfer. C'est une image saisissante de la souffrance et de la condamnation. Pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, le narrateur va lui-même découper ce qu'il voit en 3 actes, comme une vraie pièce de théâtre. Et cette structure, elle n'est pas innocente du tout, elle nous montre que cette barbarie, ce n'est pas un accident, mais bien un rituel froid, méthodique, bien huilé. Ces 3 actes, la visite des médecins, puis celle des geôliers, et enfin le ferrage, sont en réalité 3 étapes d'un processus de déshumanisation. On va voir comment, petit à petit, on enlève à ces hommes leur corps, leur dignité et finalement leur identité. Le premier acte, c'est la visite des médecins. Certains forçats jouent leur dernière carte. Ils tentent de se faire passer pour malades pour échapper au bagne. Mais cette petite résistance est vaine. Les médecins, qui représentent une autorité froide, scientifique, les déclarent bons pour le bagne, sans aucune pitié, les réduisant à de la simple marchandise. Dans le deuxième acte, on monte encore d'un cran dans l'humiliation. Les forçats sont entièrement déshabillés. Et comme si ça ne suffisait pas, la nature elle-même semble participer à la torture. Une pluie d'automne, glaciale et violente, s'abat sur leur corps nus. Ils sont ensuite forcés de mettre des habits de prisonniers complètement trempés, ajoutant la souffrance du froid à l'humiliation. Le troisième et dernier acte, c'est le plus violent, le ferrage. Il s'agit de river ce fameux carcan, un lourd collier de fer, autour du cou de chaque forçat. C'est l'étape finale de l'animalisation, là où l'homme est littéralement enchaîné comme une bête. La violence de la scène est terrifiante. Hugo utilise une comparaison d'une brutalité incroyable pour nous faire ressentir le danger de l'opération. Chaque coup de marteau pourrait faire sauter le crâne comme une coquille de noix. Cette image nous montre la fragilité extrême de la vie du forçat face à la violence mécanique et aveugle de l'État. Après le ferrage, la dynamique du chapitre change radicalement. Le spectacle atteint son paroxysme et cette fois, il va directement impacter le narrateur. Une fois enchaîné,
Les forçats se lancent dans une ronde immense, une danse qui ressemble à un rituel démoniaque. C'est une explosion d'énergie complètement désespérée. Et dans un retournement terrible, leurs chaînes, symboles de leur oppression, deviennent leur propre orchestre. Le bruit des fers, c'est la seule musique qui leur reste, une métaphore puissante de leur condition. Et c'est là, pile à ce moment-là, que tout bascule. Jusqu'ici, le narrateur ressentait de la curiosité, de la pitié. Il pleurait même en les voyant rire. Mais au moment où il est repéré, tout change. La pitié disparaît, remplacée par une terreur pure qui le pétrifie sur place. Le spectateur est sur le point d'entrer en scène malgré lui. C'est le moment de la rupture totale. La danse s'arrête net. Tous les regards, qui étaient tournés vers le centre de la cour, se lèvent vers lui. L'observateur devient l'observé. Sa loge de théâtre n'est plus une protection, c'est une scène où il est exposé. Et le cri fuse, le condamné. Il est devenu la nouvelle attraction du spectacle. Et là, un jeune forçat lui lance ces mots, qui sont pleins d'une envie terrible. Renier, c'est un mot d'argot pour dire guillotiner. Le forçat l'envie, car la mort est vue comme une libération par rapport au bagne à perpétuité. Ces mots forcent le narrateur à voir la réalité en face. Il n'est pas différent d'eux. Il réalise « j'étais leur camarade ». Allez, on termine en essayant de comprendre ce que Victor Hugo critique vraiment à travers cette scène absolument terrible. Ce chapitre, c'est beaucoup plus qu'une description. C'est un véritable réquisitoire. Hugo dénonce la déshumanisation du système judiciaire, il dénonce la transformation de la punition en spectacle barbare pour amuser la foule, et il souligne la torture psychologique qu'on inflige aux condamnés. Il nous montre un système qui ne punit pas seulement, mais qui avilit et détruit. Donc pour résumer, ce chapitre fait voler en éclats la barrière entre le condamné à mort et les forçats. Le narrateur, qui se croyait à part, est forcé de reconnaître sa fraternité de misère avec eux. Sa prise de conscience est terrible. La place de Grève où on guillotine et le bagne de Toulon, ce sont juste deux faces de la même justice barbare. L'une est la sœur de l'autre. Et Hugo, en nous faisant lire ce texte, il nous place exactement dans la même position que son narrateur, celle du spectateur. Alors, la question qu'il nous pose, à travers les siècles, c'est la suivante. Est-ce qu'on va rester des simples observateurs passifs de cette horreur, ou est-ce qu'on va, à notre tour, juger le système qu'il dénonce ? C'est sur cette interrogation que je vous laisse.